Les camarades, on va avoir ce matin ici un atelier, une discussion sur la thématique de la culture contre-attaque, comment sauver les imaginaires. On attend Pierre Jolivet qui arrive dans 30 secondes. Dans cet atelier, on va parler évidemment de nos ressentis de parlementaires, pour Pierre d'artistes, de réalisateurs. Mais l'idée, c'est surtout de vous faire parler, de vous faire réagir, parce que cette thématique, elle nous semble extrêmement importante. Ah ben voilà Pierre. Merci Pierre Jolivet d'être avec nous ce matin. Tu peux t'asseoir là, mets-toi là. Du coup, on a la chance pour cet atelier, chers amis, d'être dans l'hémicycle de la Halograin. On se le disait avec Sylvie. C'est pas tous les jours qu'on met la culture à l'honneur et je pense que c'est à force de lobbying intense, à la fois de notre part, mais aussi de la vôtre, on le sait, que ce sujet a été placé comme une priorité importante. J'ai la chance d'être très bien entourée pour cette table ronde, évidemment de Sylvie Robert, vice-présidente du Sénat, notre chef de file évidemment au Sénat sur les questions culturelles, et aussi notre secrétaire national en charge de la culture, de Pierre Jolivet également, réalisateur, auteur, réalisateur, producteur, parce que je pense que tu pourras nous parler, Pierre, aussi de ta vision de la culture, ta vision d'un artiste, d'un auteur, réalisateur, producteur, avec notamment l'association dans laquelle tu es impliqué depuis très longtemps désormais, à savoir l'ARP, qui évidemment joue un rôle essentiel aujourd'hui pour la préservation de l'exception culturelle en France et en Europe, et évidemment porte une exigence toute particulière concernant l'indépendance du cinéma en France et en Europe. On a beaucoup, évidemment, d'axes de réflexion, et vous l'avez bien vu, le sujet tel qu'il a été posé dans notre programme, il invite sans doute à se poser plusieurs questions. Pour nous, socialistes, la culture a toujours été, évidemment, un élément central, mais qui aujourd'hui demande à être sans doute questionné à nouveau. Comment défendre notre politique culturelle, notre vision de la culture, nos ambitions culturelles en 2025, et aussi peut-être quels sont les dangers aujourd'hui, les menaces qui touchent au monde culturel. On le voit, et c'est pour ça, à mon avis aussi, que ce débat a lieu dans cet hémicycle et a été placé de manière très centrale. La culture, c'est sans doute aujourd'hui l'un des espaces d'affrontement majeurs qui oppose l'international réactionnaire, les réactionnaires, aux démocrates, et évidemment plus largement à la gauche. La culture, c'est un espace qui évidemment est éminemment politique, puisqu'il évolue des artistes, donc des personnes qui ont évidemment des discours, des voix à porter. Mais aujourd'hui, la culture est un espace qui tend à être aussi un objet de prédation. On l'a vu ces dernières années avec, par exemple, l'achat par Vincent Bolloré de Canal+, donc l'un des plus grands financeurs du cinéma français, le plus grand financeur du cinéma français, mais aussi de tout un espace d'édition avec Fayard, on le pense souvent. On voit également que la culture est sans doute l'un des espaces où les réactionnaires du monde politique tapent en premier quand ils veulent finalement démontrer une capacité de leur part à être finalement les tenants de l'ordre, les tenants de la rigueur. La politique, par exemple, de Christelle Morançais dans la région Pays de la Loire l'a montré de manière très intense, mais on pourrait parler de Laurent Wauquiez il y a quelques années également dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et peut-être pour commencer, te poser la question, Sylvie, en tant que vice-présidente du Sénat, pourquoi est-ce que c'est important pour les socialistes de défendre la culture ? Et qu'est-ce que cela veut dire, en fait, pour nous aujourd'hui, nous battre pour la culture, quand on dit comment sauver les imaginaires et la liberté des imaginaires, pourquoi est-ce que finalement cette question, elle est centrale pour nous en tant que socialistes ? Merci Emma, bonjour à toutes et à tous. Et je suis en tout cas ravie de vous retrouver et d'être avec vous dans cet échange sur je dirais, une dimension politique qui est on va dire, mon combat depuis tant d'années, qui est celle effectivement de la, entre guillemets, défense ou de la protection. On verra tous les mots qui aujourd'hui peuvent arriver, et ils ne sont pas anodins, pour les questions de politique publique de la culture. Je dis politique publique de la culture
Parce que derrière cela, et on est à l'aune des municipales, la question de l'engagement pour des politiques culturelles va se poser extrêmement, en tout cas violemment. Pourquoi je dis violemment? C'est que de tout temps, notre parti a été extrêmement engagé parce que la culture, c'est une histoire de représentation. C'est, je dirais, un combat pour les libertés. On a eu des grandes lois, la liberté de la presse, la liberté de la création. Donc c'est un engagement qui est, pour moi, comme l'éducation, le fondement même d'un projet de société. Où la culture, puisque c'est l'articulation, la confrontation entre l'intime et le collectif, où forcément on se projette, on va dire, dans les imaginaires, dans des utopies d'une société qui forcément nous permettent un peu de regarder le futur, eh bien les artistes sont là pour nourrir cette réflexion, pour dégager l'émotion, pour travailler sur le sensible, tout ce qui, en tant qu'humain, nous permet tout simplement d'exister et de comprendre que notre existence est absolument indissociable de cela. C'est pour ça que, de tout temps, les artistes, lorsque dans des régimes autoritaires se mettent en place, les artistes sont les premières cibles. Parce que la culture rend libre de décider, libre de choisir. Parce que derrière cela, c'est aussi la capacité de s'émanciper, donc de comprendre, d'être critique et de travailler forcément à une vision du monde, bien sûr individuelle, mais qui peut à un moment rencontrer le collectif et donner un projet politique. Quand j'ai travaillé sur la loi bibliothèque, parce que j'ai la chance d'avoir une loi sur les bibliothèques, lorsque j'ai travaillé sur cet article sur la censure, je ne pensais pas à l'époque, c'était en 2021, que cet article allait prendre autant d'importance aujourd'hui. Je le dis parce que j'observe à la place où je suis, j'ai été très longtemps élue, vous le savez, à Rennes, en région Bretagne, et maintenant depuis plus de 10 ans au sein de la commission culture du Sénat, j'observe qu'on a des points de bascule qui sont extrêmement inquiétants et effrayants depuis 4-5 ans. Bien sûr, ils s'observent à l'échelle européenne et mondiale, et l'arrivée de Trump en a rajouté. Mais je dirais, et je suis assez heureuse qu'au niveau du parti, on puisse à la fois travailler sur culture et médias, c'est que la question des imaginaires et de la représentation s'opère aussi à travers forcément des médias. Et si aujourd'hui, la culture est devenue un terrain de jeu pour l'extrême droite extrêmement intéressant pour eux, c'est parce que tout ça, Emma a parlé de concentration, est à l'œuvre depuis plusieurs années. Et donc nous observons des phénomènes qui à la fois sont extrêmement inquiétants, mais qui nous demandent, nous, en tant que socialistes, en tant que personnes responsables de gauche, d'avoir le courage et en tout cas le discernement, non pas de les interdire, parce qu'on sait très bien que les mouvements sont extrêmement puissants, mais de les encadrer, de les observer et de faire en sorte que, eh bien, nous n'ayons aucun doute sur tout ce qui constitue, je dirais, pour nous, à gauche, un socle de valeurs et de principes intangibles. Si je voulais commencer par là, c'est que nous sommes dans un moment où, je le disais depuis 4-5 ans, eh bien, ça devient de plus en plus difficile. Il s'avère que depuis il y a 2 ans, ou il y a 1 an, j'ai demandé à faire une évaluation sur une loi auquel j'ai participé à l'époque. Patrick Bloch était président de la commission de la culture de l'Assemblée nationale, la loi création, architecture et patrimoine. J'ai demandé à faire une évaluation sur la partie création, puisque c'est une loi qui, forcément, je dirais, intègre toutes les dimensions culturelles de la formation à la création. Enfin, vous connaissez ça par cœur, donc, sur l'aspect création. Lorsque j'ai commencé mes auditions, étonnamment, et je ne l'avais pas mesuré, tous les acteurs que j'avais en face de moi ont commencé à me parler d'entrave à la liberté de création. C'est-à-dire tout simplement de censure. Donc j'ai auditionné le monde des arts vivants, du cinéma, mais Pierre est là, donc il en dira beaucoup mieux et beaucoup plus que moi, des arts visuels, enfin de tout ce qui concerne. Et tous les acteurs, je peux vous dire, tous les acteurs m'ont avancé le fait qu'à un moment, aujourd'hui dans notre pays, il y a des entraves à la liberté de création. On les connaît, et vous les connaissez peut-être dans vos territoires, lorsqu'il y a interdiction, lorsqu'il y a... Mais c'est pire que ça. Il y a intimidation, il y a autocensure, et il y a l'instillation progressive de doutes dans la tête de certains
qu'il ne vaudrait peut-être mieux pas programmer tel ou tel spectacle, parce que ce spectacle traite de sujets qu'il ne vaudrait mieux pas peut-être mettre sur la place publique. Quand on en est là, je considère que on est à un point, et je parle de point de bascule, où toutes ces valeurs qui nous animent, nous en tant que socialistes depuis des années, qui sont des valeurs de liberté, qui sont à un moment liées à ces grandes lois qu'on a réussi à défendre, à tout simplement mettre en œuvre à travers les politiques publiques sur l'ensemble des territoires, que ce soit dans du cinéma, au niveau européen sur l'exception culturelle, mais globalement, eh bien, vous commencez à avoir une forme de fragilité qui s'opère. Et ça, c'est très grave. Et si je voulais commencer par là, c'est que je voulais qu'on prenne conscience, nous, que ce point de basculement, il s'opère à travers la question des financements. On parlera du budget, mais c'est la première censure. C'est la première censure. Il ne faut pas se mettre... Quand vous entendez les propos de Christelle Morancet en région des Pays de Loire et ce qu'elle dit, ce n'est pas une question politique, c'est une question idéologique. Donc la question des politiques publiques aujourd'hui deviennent, et je terminerai là, mais on pourra développer après, une bataille culturelle absolument fondamentale. Et pour nous, et je souhaite qu'il y ait une mobilisation absolument essentielle à l'aune des municipales, parce que ça va se jouer là, et je fais une petite parenthèse, je suis en Bretagne, et je travaille sur la question des médias de proximité, l'info locale, de tout ce qui est aujourd'hui distillé on va dire à travers, bien sûr, la PQR que vous connaissez, mais au-delà de ça, des médias de façon générale. Les municipales vont être un terrain de jeu pour l'extrême droite extrêmement intéressant. Et ils savent faire. On a parlé de Bolloré, mais ce terrain est là. Ce terrain est là. Et quand on voit qu'il a réussi à labelliser les belles fêtes, là, je ne sais pas quoi, d'été, là, les plus belles fêtes de... Et qu'à un moment, j'ai eu la maire d'une commune de Bretagne cet été, et je lui ai dit, mais dis-moi, tu as le label là, mais vous savez ce qui est derrière. On a commencé à parler de ce terrain quand on s'est aperçu que dans les projets immersifs, et moi j'ai un petit lanceur d'alerte qui me donne des infos pour dire il y a des projets publics où il y a des investissements privés de la société de ce terrain qui commencent à distiller des récits, parce que derrière, c'est l'histoire, c'est le récit. Parce que si on n'a pas, nous, les capacités à pouvoir raconter une histoire demain à nos concitoyens sur ces principes-là, c'est fini. L'extrême droite, elle sait faire. Hein, elle sait faire. Et elle sait faire parce qu'elle a le récit et elle a l'argent. Ce terrain en est un. Bolloré en est un autre. Et que finalement, cette maire me dit « Mais oui, mais tu comprends, le département nous a baissé, ou d'autres collectivités, peu importe, j'ai pas envie aujourd'hui de pointer tel ou tel niveau de collectivité, 3 000 €, on avait des difficultés, il nous a apporté un chèque de 3 000 €. Bien voilà, on en est là aujourd'hui. Donc, il y a des digues qui vont peut-être sauter, mais je ne pense pas, je suis un naturel optimiste, donc il faut vraiment se battre, il faut vraiment être mobilisé. Mais je voulais simplement vous dire qu'aujourd'hui, ce petit point de bascule que l'on sent avec une ministre, je peux vous raconter ce qui s'est passé sur la loi audiovisuelle publique. Moi, j'ai jamais vu ça. Ça fait 11 ans que je suis parlementaire, c'est juste hallucinant, les propos qu'on entend. Et quand on lui dit, mais madame la ministre, crée une holding avec un directeur unique de l'information, c'est ce que vous appelez du pluralisme, c'est ce que vous appelez sauver aujourd'hui l'audiovisuel public par rapport à ce qui est en train de se passer. Eh bien voilà, nous sommes dans un contexte où nous avons besoin peut-être de redire, de réaffirmer ce qui constitue nos socles de valeurs, de liberté, je dis bien de liberté, et derrière il y a la création, il y a l'expression, il y a toutes nos grandes libertés, parce que derrière c'est une bataille culturelle et des imaginaires qui s'opèrent, et je pense qu'au niveau du socialiste, on a le devoir d'être là et d'être mobilisé. Merci beaucoup Sylvie. Déjà, saluer peut-être ceux qui sont arrivés en cours de route, parce que je vois que cet hémicycle se remplit et je suis vraiment ravie de voir que autant de personnes et autant de camarades sont intéressés par ce sujet. On évoque finalement, tu viens d'évoquer Sylvie, un certain nombre d'attaques que nous sommes en train de vivre, évidemment qui touchent le secteur culturel de manière directe, mais qui plus largement, parce que tu l'as dit ainsi et tu as bien raison de le dire ainsi, quand on s'attaque à la culture, on s'attaque à l'état de droit, on s'attaque aux libertés, on s'attaque évidemment à la démocratie. On s'attaque à la culture aussi en France et de manière générale parce que la culture c'est puissant. La culture c'est puissant
Et c'est évidemment absolument pas un espace de faiblesse en réalité pour la démocratie. C'est un espace d'expression, un espace de liberté par essence, et un espace donc que certains veulent contrôler, veulent empêcher, veulent évidemment combattre. Quand on parle aujourd'hui de culture, particulièrement en France, et je pense que c'est intéressant de se le dire ainsi aussi évidemment en tant que socialiste, la culture en France, et j'ai à côté de moi un éminent représentant du cinéma français, c'est un espace aussi de fierté pour nous. On est fiers de notre culture, on est fiers du cinéma français, on est fiers de sa vitalité et de sa force. Je pense que si d'ailleurs la culture en France, certains parlent d'industrie créative, je pense que nous on ose parler de culture directement, mais si on en est si fiers et si d'ailleurs les choses sont attaquées, c'est bien parce que vous êtes puissants, que vous êtes aussi un espace créateur d'emplois, créateur de richesses, mais aussi évidemment qui arrive à être vecteur de changement dans nos sociétés. Toi, Pierre, tu es un auteur, un réalisateur engagé. On pourrait parler, pas que, mais on pourrait parler récemment, par exemple, des algues vertes ou de projets importants que tu as portés. Tu es évidemment aussi engagé pour l'indépendance, pour finalement le respect du statut d'artiste au sein du cinéma et plus largement. Peut-être pour commencer à poser des questions un peu tatillonnes, parce qu'on est entre nous et on va assez rapidement ouvrir, à mon avis, le débat. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça veut dire qu'être un artiste dans le cinéma français aujourd'hui en France, et peut-être ensuite ce que tu attends de la gauche? Parce que parfois on se l'est dit, la gauche peut-être un peu déçue. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu attends de nous finalement, et qu'est-ce que aussi tu attends du monde culturel? Merci Emma, merci à vous tous d'être là. Merci à Sylvie. Je précise que quand même Emma et Sylvie sont des piliers de nos combats. Évidemment, toutes les associations pour la culture, l'association que je préside, les auteurs, réalisateurs, producteurs, on va chercher des relais de gens qui s'intéressent à la culture, qui ont un vrai sens de la culture et de la liberté. Puisque c'est la première fois que je viens aux universités du Parti socialiste. Je vais parler de moi 5 minutes, pas pour parler de moi, mais pour vous expliquer mon militantisme. Comment on devient militant? J'ai grandi en banlieue, j'ai travaillé à l'âge de 17 ans, j'ai fait beaucoup de choses avec mon frère, j'ai été vedette très jeune, et puis un jour, la passion du cinéma m'a gagné. Et puis j'ai fait des films, et puis j'ai été contacté par Agnès Varda et Claude Berry pour rentrer dans cette association. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire de mon petit succès? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile à la société? Avec une mère qui avait été syndicaliste pour le droit des femmes très très jeune, avec un grand-père qui avait fait le Front populaire et qui avait encore des lettres très impressionnantes des responsables politiques de l'époque. Donc je me suis dit, à ton âge, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, qu'est-ce que tu peux faire? Donc je me suis rapproché de cette association, et qu'est-ce qui m'a interpellé? Je me suis dit, pourquoi ce cinéma français est aussi efficace? Pourquoi nous sommes aussi forts? Et qu'est-ce qui fait que nous irradions dans le monde d'une façon aussi efficace et aussi large? Et donc je me suis dit, comment tu peux être efficace? Et j'ai découvert que pourquoi je m'allais me battre pour le cinéma, non pas pour financer mes films, non pas pour me dire il faut que tu aies l'avance sur recette, il faut qu'il y ait plus d'argent pour toi, etc. Non, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'un pays fort dans sa culture, un cinéma fort, et j'expliquerai si ça vous intéresse pourquoi le cinéma français est plus fort que les autres. Pas que nous ayons plus de talent. Loin de là. Je vous expliquerai, si ça vous intéresse, la déflagration de l'arrivée de Berlusconi en Italie et la décapitation de cet immense cinéma européen. Donc nous avons un système qui est né évidemment inventé par Malraux et De Gaulle après la guerre. Je vous l'expliquerai si besoin est. Mais toujours est-il que je me suis dit, mais pourquoi nous sommes aussi forts et à quoi ça nous sert d'être aussi forts? Nous sommes aussi forts parce que nous avons un système et parce que nous avons des politiques et des artistes, des réalisateurs qui se battent pour ce système. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir ce système? J'allais plus loin dans ma réflexion avant de m'engager dans un combat qui va quand même en grande partie dévorer une partie de ma vie depuis 30 ans. Et je me suis dit, mais
finalement, quelle est l'image de la France? En quoi j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé quand j'étais jeune dans plein de pays, et toujours me revenait cette France qui est identifiée, soyons clairs, hein, pour ses produits de luxe, pour sa mode, mais surtout pour sa culture, pour son aéronautique un peu, mais sa culture. Aller dans le monde entier, la France, c'est le pays de la culture. Mais pourquoi? Alors, il y a plein de raisons, évidemment historiques. Mais pourquoi notre cinéma reste un des plus importants du monde? Parce que le système est fort. Et pourquoi il me plaît autant? C'est que quand on est fort, on accueille. Moi, ce qui me renvoie à la plus belle image de mon pays, de la France, c'est que ce système fort du cinéma qui impose à tous ceux qui gagnent de l'argent dans le cinéma, que ce soit les chaînes de télé, que ce soit les sites, et de réinvestir dans le cinéma, ça nous rend fort. Et quand on est fort, on accueille, on ouvre les bras. Moi, ma plus grande fierté de mon combat depuis 30 ans, et ce qui vraiment me motive, c'est de savoir que partout dans le monde, dans une dictature, il y a tout d'un coup un homme, une femme qui veut parler, qui veut raconter sa vie, qui veut raconter son combat, qui veut raconter la violence du quotidien. Vers quel pays il se tourne? Il se tourne vers les États-Unis? Non. Il se tourne vers un pays européen? Non. Il se tourne vers la France. Et ils se disent, c'est là que Jafar Panahi va pouvoir faire son premier film. C'est là que les résistants chinois vont pouvoir faire leur film. Et ça, pour moi, c'est la plus grande force une des plus grandes forces de la France. Et pourquoi je me bats pour ce cinéma. Quand on est petit, on se recroqueville. Quand on est petit, on ne pense qu'à soi et puis on préserve son petit précaré. Mais quand on est fort, quand on est une véritable industrie, et vous allez voir, si on en reparle, que le cinéma français est une véritable industrie et qui a du succès, et qu'elle se nourrit elle-même, et non pas grâce aux impôts, qui est quand même ce lieu commun qui est dit par tous les journalistes incultes qui parlent de ce sujet, eh bien, puisque nous sommes forts, nous accueillons ceux qui veulent sortir des dictatures. C'est la plus grande fierté. Voilà, ça c'est je dirais, c'est le départ de mon combat. Et peut-être à ce titre, parce que je pense que c'est intéressant en effet de parler de comment est-ce qu'une industrie devient forte et que ça vient aussi de choix politiques importants. Un exemple que tu viens de donner, sur la question de l'accueil et ce cinéma français qui est moteur aussi pour promouvoir un système démocratique. Moi, j'ai envie de saluer le travail qui est fait par le CNC, Centre national du cinéma, mais qui, par exemple, aujourd'hui, est l'institution qui gère les fonds européens de soutien au cinéma ukrainien, par exemple. C'est le CNC qui est la plus grande organisation, on va dire, le plus grand centre national de cinéma en Europe, qui aujourd'hui gère cela. Mais c'est des décisions politiques qui reviennent à loin, il faut le dire, souvent des décisions socialistes, parce qu'il faut qu'on soit fiers de beaucoup de choses aussi, nous, en tant que militantes et militants. Des décisions peut-être qu'on doit résumer, qu'on peut résumer en plein de moments différents, mais qui tournent autour, évidemment, de cette grande question de l'exception culturelle, dont on parle beaucoup et souvent. Et dont je parle volontiers, parce que le concept a été inventé à l'ARP. Ça faisait 1 an que j'étais arrivé, on avait en ligne de mire les grandes négociations, le GATT, et on se disait, mais par quel bout on va pouvoir annoncer au monde que la culture est importante et qu'elle est même vitale pour la démocratie et pour l'Europe. Et donc on a trouvé ce concept d'exception culturelle, et c'était une époque où la droite et la gauche étaient d'accord là-dessus. Je veux dire qu'on a vécu une parenthèse enchantée où, évidemment, Mitterrand, Chirac, Balladur étaient totalement convaincus de la nécessité d'une exception culturelle. Totalement convaincus que les peuples avaient besoin de préserver leur imaginaire et surtout, la base, vous l'avez compris, c'est que la culture n'est pas un produit comme les autres. Quand on exporte de la culture, quand on défend de la culture, c'est pas comme la pomme de terre ou l'acier. Pourquoi les Américains sont aussi violents? Depuis 30 ans, je me bats avec eux dans des débats ici aux États-Unis. Ils veulent nous dézinguer absolument. Alors là, Trump, on va en parler, on est à l'acmé du système, évidemment. Mais parce que ça les dérange, parce qu'ils savent très très bien que la culture, la diversité, le cinéma, l'audiovisuel va impacter notre vision du monde, va impacter la vision qu'on a de nos valeurs. Et donc ils veulent surtout supprimer cette putain d'exception culturelle qui leur pose problème, évidemment. Et là, il y a des débats et il y a surtout des combats. On ira peut-être plus précisément, Emma, sur le travail que tu fais en Europe. Il y a quelques très grands rendez-vous. Voilà. Après la philosophie dont parle extrêmement bien Sylvie Robert, maintenant on va être dans le concret. Et alors là, dans le concret,
Emma le sait, nous avons 2-3 points qui peuvent, avec l'arrivée de Trump, avec l'arrivée de l'extrême droite, le pouvoir du Rassemblement national, nous sommes en face de 2 ou 3 points de bascule qui peuvent tout changer et qui peuvent faire vraiment que la culture met la clé sous la porte très très vite, très très vite. Et c'est ces combats-là, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, c'est pour ça qu'Emma et Sylvie se battent, et on va être très concret, plus tard dans le débat peut-être. Alors soyons concrets, on parle du CNC, très bien. Mais j'y vais, mais si j'y vais, il me faut 5 minutes quand même. Hein. Il faut... Même, et je dirais juste peut-être, c'est des sujets qui parfois peuvent paraître un peu techniques. Donc je te dirais, si tu as besoin de prendre même 6 minutes, ouais, mais d'être vraiment pédago, on prend, je pense. Alors, nous avons, en tout cas, évidemment, je vais davantage parler du cinéma et de l'audiovisuel, mais il se trouve que culturellement, c'est les médias les plus populaires. Pourquoi ? Moi, je me suis lancé à corps perdu, alors que j'ai fait du théâtre, j'ai fait beaucoup de choses, mais ce qui me plaît dans le cinéma, c'est ce qu'on dit, c'est un art populaire. Donc, vive l'art populaire, et on est le seul pays qui appelle ça d'ailleurs le 7e art. C'est pas pour rien quand même, parce que ça dégage quelque chose qui s'adresse à tout le monde, tout le temps, partout, et on parlera aussi de la place du cinéma en province, à quel point le lieu de la culture, et Wauquiez fait un travail terrible là-dessus, la culture est un point de concorde dans les provinces. Mais je vais être très précis. Le CNC, nous sommes actuellement, l'ensemble des grandes associations de cinéma, nous faisons un procès au CNC. Pour un sujet qui est vraiment totalement emblématique des années Macron. En arrivant au directeur du CNC, Dominique Boutonnat, à juste titre ou pas à juste titre à mon sens, mais dit il faut mieux financer le cinéma français, c'est important pour concurrencer les États-Unis. Il faut savoir que, je vous donne un exemple concret parce que c'est bien. Quand les gens voient les algues vertes, ils me disent « Ah, votre film, vraiment, c'est vachement bien, il ressemble un peu à Erin Brockovich ». Le film très célèbre de Steven Soderbergh. Je dis oui, c'est vraiment un peu pareil comme film. Moi, je l'ai fait pour 3,5 millions d'euros. Eux, ils l'ont fait pour 60 millions. Mais c'est un peu le même film, quoi. C'est un peu le même film, mais c'est pas vraiment les mêmes moyens. Et donc, ce que je veux raconter, c'est que Dominique Boutonnat au CNC a dit il faut trouver de l'argent. Et sur le chemin, il y a une société de production qui produit un film, qui demande l'aide européenne. Et l'aide européenne dit « Vous n'avez pas le droit à cet argent parce que la loi européenne est très claire. Si la majorité capitalistique d'une société de production est extra-européenne, vous n'avez le droit à aucune aide européenne. » Et nous découvrons que cette société, au Centre national du CNC, a droit aux offres européennes, a droit aux fonds de soutien français. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où des amis de Macron ont créé une grande boîte de production qui rachète énormément de stocks de production et dont la majorité capitaliste est américaine. C'est-à-dire que nous sommes dans la posture démente d'un président qui dit « Écoutez, il faut qu'on ait des grands acteurs français pour le cinéma, des grands producteurs, quitte à ce qu'ils soient américains. » C'est ça le raisonnement. Et est-ce que vous vous rendez compte qu'avec la complicité du CNC, cette maison de production a accès aux fonds de soutien? Donc l'ensemble du cinéma porte plainte devant le tribunal administratif. S'il faut, nous irons devant le Conseil d'État, car en profitant d'un petit vide, d'une mollesse juridique dans les règlements du CNC, cette boîte, qui quand même a énormément de filiales et travaille à 40% de la production de France Télévisions, c'est avec cette boîte qui est américaine. Donc il y a là un cheval de Troie extrêmement bien organisé de la part du pouvoir pour que tout le système puisse s'effondrer. Parce que si nous perdons ce procès, ce que je ne peux pas imaginer, mais si nous le perdions, vous pouvez imaginer bien sûr que demain, Netflix, Amazon, toutes les grandes structures américaines vont créer leur filiale française pour rentrer dans le CNC et toucher les aides de l'État. Et dans ce cas-là, c'est terminé. L'histoire est terminée. Elle est terminée aussi vite qu'avec Berlusconi, dont je vous raconte quand même l'histoire. Tu m'autorises, Emma, 2 secondes ? Bon, alors, non, c'est un peu trop long, Berlusconi. Voilà. Et le deuxième grand rendez-vous, évidemment, et ça, c'est Emma qui est en tête de gondole là-dessus,
et on est ensemble dans ce combat à Bruxelles, c'est évidemment les coups de boutoir que Trump commence à donner contre les obligations des plateformes américaines, et c'est évidemment aussi la connivence d'une Europe beaucoup trop libérale, qui laisse, si vous voulez, le cinéma, l'audiovisuel ont basculé dans le numérique en quittant le périmètre de la culture. C'est évidemment un piège mortel. Donc voilà, c'est les deux, en tout cas techniquement, ce sont les deux grands combats que nous avons amenés et que nous menons ensemble. Pour aller pleinement dans le sens de ce que vient de dire Pierre, je pense que ce qui est intéressant de regarder aujourd'hui dans l'espace culturel et dans le monde de la culture, et c'est pour ça que je dis tout à l'heure que je pense sincèrement que quand on parle de culture, on parle aujourd'hui d'un espace politique qui est sans doute l'un des plus emblématiques et des plus concrets pour parler de deux choses. À la fois cette opposition entre les réactionnaires et les démocrates dont je vous parlais en introduction, mais aussi, parce que tu viens de le dire, l'alliance de plus en plus évidente entre les libéraux et l'extrême droite. De manière extrêmement claire, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'évidemment la droite libérale, qui depuis longtemps est favorable à la dérégulation, qui depuis longtemps refuse tout ce qui consacre l'exception culturelle, parce que Pierre l'a très bien dit, en réalité ce n'est pas juste un beau mot pour dire qu'on aime la culture. L'exception culturelle, c'est un mécanisme de protection d'un secteur face à la dérégulation du marché, face aux excès évidemment et à la violence du capitalisme. On est aujourd'hui dans un moment où les dérégulateurs et les libéraux s'allient à l'extrême droite. On le voit de manière extrêmement forte en Europe, on le voit en France. Et pour parler évidemment d'Emmanuel Macron et continuer un tout petit peu quand même à dire que ce qu'il fait est tout à fait scandaleux, il faut parler, parce que Sylvie a eu une intervention récemment dans un média, il me semble, où tu parlais de l'importance de préserver le consensus autour du sujet culture. Pour vous parler quand même très très rapidement de ça, et je vais évidemment ensuite laisser parler Sylvie, notamment de l'aspect local des choses. Il y a quand même quelque chose dont il faut parler dans ce pays, c'est que depuis, on va dire, Malraux, il y avait une espèce de consensus de la droite et de la gauche sur l'importance de la culture. C'est un sujet évidemment que nous avons porté de manière prioritaire, mais l'exception culturelle était aussi portée, d'un point de vue politique, par la droite qu'on pouvait qualifier de républicaine. Désormais, et notamment, honnêtement, par Emmanuel Macron, c'est pas juste Wauquiez et Morancet, il y a eu une rupture brutale avec cette réalité, par certains Morancet, Wauquiez, avec Pécresse récemment, avec évidemment des arguments idéologiques extrêmement violents qui venaient évidemment accuser les acteurs culturels et la culture de manière générale de tous les maux, par Emmanuel Macron de manière différente, mais en assumant le choix de prioriser l'innovation technologique, et je mettrai ça entre beaucoup de guillemets, face à la culture, là où je pense que nous, socialistes notamment, nous avons toujours démontré que ces deux mots ne s'opposaient pas, bien au contraire, mais que, d'ailleurs, si on privilégiait l'un par rapport à l'autre, c'était à la fin, sans doute, la mort des deux. Et Emmanuel Macron, Rachida Dati, pour le coup, là-dessus, a eu un positionnement vraiment étrange, mais à la fin a perdu tous les arbitrages que le monde de la culture voulait qu'elle porte. Emmanuel Macron a clairement rompu avec la tradition républicaine de soutien à la culture. Quand on parle en ce moment, et vous l'avez vu, le fil rouge, on va dire l'un des fils rouges de ce Blois, au-delà des simples annonces de François Bayrou, ça a été de se dire comment est-ce qu'on arrive à la fin à vaincre l'extrême droite. Et on le dit, ça passe évidemment non pas par uniquement un projet contre, mais aussi de dire pourquoi est-ce qu'on se bat, pourquoi est-ce qu'on a envie de se battre et pourquoi est-ce qu'on est socialiste. Quand on parle de la poussée de l'extrême droite, notamment dans un certain nombre de territoires, on évoque parfois un certain nombre de critères. On parle par exemple de, vous l'avez peut-être vu, ces études, notamment dans la Fondation Jean Jaurès, qui dit que moins on a de bureaux de poste dans un territoire, plus on voit que dans un territoire donné, on vote à l'extrême droite. La place, évidemment, des services publics. La réalité, c'est qu'on pourrait parler aujourd'hui, de la même manière, de désert culturel, avec des résultats qui donneraient peu ou prou la même chose.
Quand la culture n'est plus présente dans des territoires, on voit que finalement, il y a des choses aussi qui reculent, les services publics, le rapport à la démocratie, évidemment. Sylvie, en tant que socialiste, on a fait pas mal de choses par le passé. On a évidemment été, notamment dans les années avec Jack Lang, porteur d'un certain nombre de projets. Je pense aux théâtres nationaux, je pense à tellement de choses qu'on a mis en place, la valorisation des cinémas art et essai, des choses extrêmement fortes qu'on a apportées, le prix unique du livre. Aujourd'hui, on se retrouve un peu confronté, je trouve en tout cas, à un questionnement, mais comment, après avoir fait tout ça, continuer à travailler pour l'accès à la culture, et surtout, pourquoi est-ce que tout ce qu'on a fait ne marche pas tout à fait bien sur tout ? Ou en tout cas, il y a des nuances peut-être, et non pas une remise en question là-dessus à faire, mais comment est-ce qu'on fait pour que les choses aillent mieux ? Quand on était, il y a quelques semaines désormais, à Avignon, avec Thiago Rodriguez, président du Festival d'Avignon, on disait, ok, mais comment est-ce qu'on rend le cinéma, la culture, le théâtre accessible réellement à tous ? C'était pas uniquement une question de prix. À Avignon, désormais, beaucoup de spectacles sont accessibles de manière gratuite à beaucoup de gens. C'est le cas également dans beaucoup de vos collectivités, je pense, où le prix pour aller dans des salles, que ce soit de cinéma ou de théâtre, n'est plus prohibitif. Et ce n'est pas ça la question. Pourtant, il y a toujours ce coût d'entrée extrêmement fort pour rentrer dans un lieu culturel. Évidemment, ça nous ramène à une analyse bourdieusienne là de ce qu'est la culture et de comment finalement on arrive à créer cet accès à la culture, à ouvrir des portes. Mais peut-être pour toi, Sylvie, quelle est la prochaine étape ? C'est quoi le prochain combat des socialistes finalement pour un accès réellement universel à la culture ? Et peut-être pour continuer dans mes petites questions provoques, comment est-ce qu'on fait pour que les combats dont on parle ici ne soient pas le combat que de quelques-uns, ne soient pas le combat que de corporatistes, entre guillemets, ou d'amoureux de la culture qui le seraient parce que leurs parents ont eu la bonne idée de les emmener au musée quand ils étaient jeunes. Bon, j'ai 4 heures. Hein. Mais ça va être nos travaux. C'est ça qui est bien aussi. Donc, vous voyez qu'on a de la matière. Et ce sera du coup la dernière intervention de cette discussion ici. Et ensuite, on ouvre la parole à... Deux petites phrases après de Pierre. Et après, on ouvrira la parole à la salle. Donc, n'hésitez pas à préparer des interventions courtes pour que nous puissions débattre ensemble. Bon, Emma, j'ai pas vraiment... à la fois, je n'ai jamais eu de certitude, donc je n'ai pas toutes les questions à ta réponse, mais peut-être quelques réflexions pour nourrir justement notre pensée collective. D'abord, Pierre disait, Sylvie, elle a fait de la philosophie. Je trouve toujours important qu'on se redise pourquoi finalement notre combat pour la culture a du sens. Et quand il se met à l'épreuve du réel, là on construit des politiques publiques. Mais ça m'importe toujours de dire pourquoi c'est important aujourd'hui nos combats pour la culture. Et pourquoi, quand j'appelle à la mobilisation, je suis tellement parfois assez triste de voir que dans un hémicycle, quand on parle transport au Sénat, il y a 150 parlementaires, et quand on parle culture, on est 20. Je le dis aussi parce que quand je vais dans un certain nombre de territoires, et moi qui suis une vieille élue, la culture, et quand j'ai été adjointe à la culture, j'étais extrêmement fière, je dois vous avouer. Quand Edmond Hervé m'a demandé d'être son adjointe à la culture, qu'après Jean-Yves Le Drian, ça a été pour moi, c'était vraiment... Et que je vois aujourd'hui des élus qui me disent « Oh là là, j'ai eu la culture ». Donc vous voyez, je le dis, parce qu'il faut qu'on en ait conscience, que la culture n'est plus la priorité d'un projet politique, et je veux qu'il redevienne la priorité de notre projet politique. Parce que l'extrême droite derrière en a fait une des priorités pour façonner nos imaginaires. Je le dis, très simplement, mais très fermement. Donc si, à l'aune des municipales, nous pouvons être nombreux à mettre dans les projets municipaux, dans les projets politiques de nos communes, de nos petites communes, de nos métropoles, que la culture est importante, est essentielle, ben, on aura franchi déjà une étape. Pourquoi je dis cela ? Parce que la culture, c'est très simple. Et pourquoi l'extrême droite s'en empare, et pourquoi aujourd'hui Macron est en train de fragiliser toutes les digues qui permettent au marché, finalement, qui est très puissant, de pouvoir s'en emparer. Tout simplement parce que ça crée du lien.
Quand on voit un spectacle ensemble, forcément, c'est une expérience collective. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société polarisée, où finalement, l'extrême droite, CNews, toutes les chaînes d'info en continu se nourrissent d'un réel qui, très clairement, sépare les uns des autres, c'est-à-dire fractionne une société. Quand vous mettez la culture au premier plan, c'est très dangereux, parce qu'on va se retrouver dans un moment collectif où on va pouvoir partager une expérience. Et vous savez, je dis toujours, et j'arrêterai là ma philosophie et je vais passer au réel, et à l'après, je trouve que le bonheur de l'être humain, je dis toujours, se désaltère toujours de l'émotion et de l'émerveillement. Et quand on va voir une pièce de Thiago de Rodriguez, et au Festival d'Avignon, c'était terrible, je disais à Pierre et Emma cet été, parce qu'on ne parlait que d'effondrement du monde. Mais alors, donc, on sortait de là, on avait envie d'avoir des solutions et tout, parce que c'est vrai qu'on doit se nourrir de ces réflexions, mais qu'à un moment, ils ne nous montrent pas beaucoup de lumière. Et que, en même temps, on sort de là, on a partagé quelque chose, et c'est de l'ordre de l'émotion et du sensible. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça s'apprend à l'école. Ça s'apprend dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que je vais commencer par... parce que c'est aussi ce que je dis permanemment. Quand Macron nous a sorti le pass culture individuel, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Alors même que le grand chantier de l'éducation artistique et culturelle qui doit englober aujourd'hui l'éducation à l'image et au cinéma, parce qu'elle est fragilisée sur l'éducation au cinéma et à l'image, et que c'est absolument indispensable aujourd'hui de travailler la grammaire des images, parce que ça façonne aussi chez les plus jeunes qui regardent leur téléphone, les réseaux sociaux, le fait qu'à un moment, ils doivent comprendre ce qu'est une œuvre d'art ou pas. Vous voyez tout ça derrière. Eh bien, le pass culture, c'était un chèque. Et quand j'ai posé la question, mais donc c'est pas une politique publique, parce que ceux qui savent, ceux qui ont déjà dans leur histoire individuelle, familiale, la possibilité déjà d'aller au Théâtre National à côté, pas de sujet, ils étaient ravis. Ils me disaient, oh là là, on a eu 500 €. Pas mal, hein? Mais ceux qui vivent dans une petite commune où il faut prendre le bus pour même aller à une librairie, à une bibliothèque, où ils partent avec l'école pour pouvoir voir un spectacle. Vous savez, le pass culture, hein, pour ces jeunes-là, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. Donc, ça a évolué, mais c'est pour vous dire la philosophie. Je pense que quand je dis que ça passe par l'école, c'est qu'un des grands chantiers que j'aimerais, une grande cause nationale dont il faudrait qu'on s'empare, c'est de mettre aujourd'hui à l'école cette dimension du sensible, lire, écrire, compter et regarder. Voilà un des chantiers. Moi, je l'avais dit déjà, hein, quand l'éducation artistique et culturelle réformée, refondée avec la culture scientifique et technique, parce qu'on parle culture, mes chers camarades, mais derrière, la question des sciences est absolument fondamentale, parce qu'on est dans une société qui déconstruit tout, qui met le doute sur tout. Et aujourd'hui, les jeunes ont besoin de ces repères, et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Ça, c'est la première chose. Ça doit être une grande cause nationale. Il y a un certain nombre de pays qui s'en emparent, tout simplement, dès la maternelle, de savoir comment on peut se guider. Et ça, ce sera très important, parce que l'intelligence artificielle qui arrive dans nos vies, eh bien, va aussi modifier les regards, et donc va forcément, sur le plan même cognitif, façonner les imaginaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Emma, et je terminerai là, oui, on est dans un pays, et moi, je dis toujours, on a de la chance. Pierre le disait, on a un modèle culturel qui s'est construit, qui est fondé sur le CNC, qui est vertueux quand même. C'est vraiment... moi, je suis administratrice du CNC, je vois bien comment ça... De l'intérieur, maintenant, ça fonctionne. C'est quand même un modèle vertueux. On a des théâtres nationaux, des labels un peu partout. On a un maillage, mais les bibliothèques, moi, vous savez, je suis amoureuse des bibliothèques, mais j'en ai partout des bibliothèques. Et puis, il y a des bénévoles. Donc, et les bibliothèques, c'est des endroits de liberté, puisque c'est l'accès à la connaissance. Vous imaginez? Et quand je vois qu'à un moment, on vient de me faire, la semaine dernière, dire qu'une bibliothécaire est obligée de démissionner parce qu'un de ses maires lui a demandé d'enlever 2 ou 3 ouvrages, j'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière. Mais c'est le cas, je ne vous dirai pas où c'est, dans un très joli village. La bibliothécaire m'a appelée,
Et même malgré la loi, il va falloir qu'on travaille, parce que le problème, c'est qu'au niveau législatif, on se doit aussi, vous voyez, le statut du programmateur. Aujourd'hui, il y a des programmateurs qui ne sont plus protégés parce qu'ils ont programmé tel ou tel spectacle. Et quand ce sont des spectacles qui sont diffusés dans des salles en DSP, vous savez, des salles municipales, le maire peut tout à fait enlever. Et ça se passe, hein. Hénin-Beaumont est le magnifique exemple, mais il y en a d'autres. Donc comment, à un moment... Je me permets juste là-dessus de te relancer sur le sujet de la censure. Oui, non, mais je dis parce que, et je termine, on a un beau modèle. Ce qui se passe, et c'est dans notre réflexion collective, la question des fractures territoriales, tu l'as dit, la ruralité, etc. Est-ce qu'on peut, deuxième chose, se dire qu'en milieu rural, il y a des ressources absolument incroyables? Et que, bien sûr, il y a des déserts médicaux et tout. Mais moi, je vois dans des endroits, vraiment, des artistes, des projets, ces tiers-lieux qu'on appelle tiers-lieux, on pourrait en parler, mais qui, à un moment, ont fait le choix, justement, de recréer du commun. C'est-à-dire de convoquer des habitants. Oui, c'est un de mes... Mais ces tiers-lieux, à part la NCT et tout, mais ne sont absolument pas visibles ni vus par le ministère de la Culture, par exemple. C'est pas de la culture. Donc, je pense qu'on a aussi cette réflexion de se dire comment, à un moment, eh bien, par des politiques publiques, que ce soit de transport, que ce soit, il y a aussi d'aménagement. Je vais faire un colloque au mois de novembre au Sénat sur la clause culture dans les projets d'aménagement urbain. C'est-à-dire, en fait, on a beaucoup de mal à se représenter la fabrique de nos villes demain. Et les artistes nous aident à ça. Et moi, je vais intégrer une clause culture. Alors, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Les aménageurs me disent « Mais c'est pas grave, il faut y aller. » Pardon ? Le 1% existe. Absolument, tu as raison. Donc voilà. Donc vous voyez que, et je termine là, il y a nos fondamentaux. Il faut qu'on se dise qu'ils sont importants et qu'il faut un moment, de toute façon, continuer à les soutenir. Mais il y a aussi nécessairement une réflexion sur la transformation qui veut dire qu'à un moment, ce réseau de labels, il faut peut-être modifier les cahiers des charges. Il faut peut-être faire en sorte que dans des endroits où on dit la ruralité, il n'y a plus rien, si, il y a toujours des ressources absolument incroyables, eh ben, il faut aider ces endroits-là, tout simplement. Il faut aider. Et il faut se dire que le DRAC, qui ne regarde pas cet endroit-là, il doit avoir un regard et un accompagnement singulier sur ces endroits-là. Et je termine pour dire que oui, le cinéma... Le DRAC, c'est vous savez, les directions régionales des affaires culturelles, qui sont les services déconcentrés du ministère de la Culture. Donc, ce sont des fonctionnaires qui sont là pour aider les élus à construire, à accompagner, à aider dans les politiques culturelles. Tout ça pour dire que oui, le cinéma... Et je termine là pour renvoyer la balle à Pierre. Oui, c'est un art populaire. Moi, je vois, parce que sur le CNC, sur la diffusion, les cinémas itinérants, il y a eu pas mal de projets qui ont été... Moi, je vois, c'est absolument incroyable, parce que ça réunit vraiment les cinémas d'été. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a plein d'initiatives, absolument. Donc moi, je dirais, le cinéma et la bibliothèque, c'est les deux piliers des politiques publiques, vraiment, auxquels les élus aujourd'hui sont attachés. Et bien sûr, derrière, il y a toute la question de la création. Et si dans les projets municipaux, on pouvait se dire que, bon, pour des raisons budgétaires, il y aura des choix, je le sais, il y a eu déjà des choix, mais qu'à un moment, on puisse quand même bien veiller à ce que ça ne fragilise pas tout cet édifice qui a été construit et qui faisait consensus politique et qui aujourd'hui est finalement le terrain de jeu le plus puissant pour celles et ceux qui veulent le détruire, en l'occurrence l'extrême droite, les libéraux, mais aussi tous ceux qui considèrent que le marché, finalement, pourrait faire tout ça, le privé, pas de problème, et que comme la puissance publique est là pour réguler, encadrer et donner accès, parce que quand vous allez au théâtre, vous le savez, la place de théâtre n'est pas l'abonnement, mais est beaucoup plus cher. C'est quand même ça aussi qui est pour nous la question de l'émancipation et de la démocratisation, un mot un peu galvaudé aujourd'hui, ou de démocratie culturelle. Mais je pense que voilà, on a besoin d'alliés. Les alliés, ce sont vous, militants, mais ce sont aussi les publics. Et je dis toujours aux directeurs de salles, vos alliés les plus... L'important, c'est ceux qui viennent, et ils viennent, parce que les salles, elles sont remplies. Et aujourd'hui, il y a une vraie... je trouve, je ne sais pas si vous partagez ça, on dira ça dans le débat, mais moi, quand je vais au théâtre, là, les gens, ils sont là. Quand on va au cinéma, alors même si le cinéma, il est un peu... mais quand même, quoi.
ils ont besoin de culture. Ils ont besoin de culture. Donc je vais aller très vite, je vais raconter 2 anecdotes et une réflexion de fond. Mon ami Roche Dizem, quand il a fait le film Chocolat, et c'est-à-dire, je dis, il est né à Drancy, d'une famille immigrée marocaine, il a appris à sa mère à lire et à écrire, on a fait 6 films ensemble, et il fait Chocolat, et le film est un succès, il se dit, je vais faire la promo de mon film, je vais aller dans les banlieues où j'ai grandi, je vais aller dans les banlieues de Marseille. Il n'y a pas de cinéma dans ces banlieues-là. Il n'y a pas de culture. Et il dit, je me retrouve à aller dans des centres loin des banlieues difficiles où j'ai grandi, et où aussi la violence c'est qu'il y a Chocolat, et il voit les gens il voit des rebeux, des blagues qui viennent le voir. Ah, ton film, super, mais ils vont pas le voir, ils vont voir le blockbuster américain à côté. Et donc il est revenu de cette tournée véritablement entamée par cette absence de lieux culturels dans les endroits difficiles où il avait grandi. La deuxième anecdote, c'est que je suis en charge avec d'autres présidents d'associations de négocier les obligations Netflix, Amazon, de toutes ces grandes plateformes pour qu'elles investissent dans l'audiovisuel français et dans le cinéma, puisque la directive européenne nous autorise à le faire, et ça aussi, cette directive est en danger, Emma le sait. Et donc, j'ai fait plusieurs présidences, et j'ai toujours rencontré les présidents de la République, s'il y avait des grands sujets, ou les premiers ministres. Donc on demande à rencontrer Macron, ça fait 7 ans, hein. Il n'a jamais rencontré personne. Jamais. Et nous apprenons dans cette négociation, ils nous font savoir par le CNC qu'il a rencontré le patron de Netflix, qu'il a rencontré le patron d'Amazon, qu'il a rencontré le patron de Disney. C'est-à-dire que le président de la France, dans une négociation États-Unis-France, il ne rencontre que les Américains. Ça vous situe véritablement notre président. La troisième remarque, elle est un peu moins confortable pour le Parti socialiste. Très justement, Emma t'a dit Jacques Lang. Jospin, François Hollande, 2 quinquennats, vous vous souvenez d'un ministre très important ? Vous vous souvenez d'un ministre de la Culture qui a fait un grand projet culturel ? Non. Pas que les socialistes aient été des mauvais compagnons. J'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé avec Hollande, que je salue ici, qui a sauvé la culture de la licence globale qui était totalement mortifère, et que tout d'un coup les socialistes s'étaient dit « Ah ouais, c'est vachement bien, Internet c'est moderne, on va mettre tout gratuit pour tout le monde avec un petit forfait ». C'était la mort de toute la création, parce qu'évidemment les artistes vivent de leur métier. Elle avait oublié ça, la dame en question. Donc grâce à François Hollande, on a évité cet écueil terrible. Mais quand même, 10 ans de pouvoir et un grand ou une grande ministre de la Culture, du style Jacques Lang ou même de Toubon, qu'on fait vraiment des grands travaux pour la culture, il n'y en a pas. Il n'y en a pas alors que c'est naturel. Vous avez raison, la culture c'est naturel. Et moi évidemment, je suis social-démocrate, je suis toujours aux côtés des socialistes pour tous les combats culturels. Mais c'est quoi le grand projet culturel des partis socialistes ? C'est quoi les 2-3 grandes idées pilotes ? Évidemment, le travail de fond, vous le faites, on le fait, et il sera fait, il faut qu'il soit fait. Mais c'est quoi le grand projet ? C'est quoi le moment où on se met autour d'une table et on réfléchit, on se dit, on va attaquer les prochaines élections avec tel ou tel grand projet culturel qui prend en compte les grands sujets aujourd'hui. Voilà, moi je suis là s'il y a des travaux à faire, s'il faut faire des réunions, j'adore ça. On met tous nos cerveaux en réseau et on essaye de réfléchir, on essaye de trouver des grandes idées. Il n'y aura pas de grandes victoires sans de grandes idées. Il n'y aura pas de grandes victoires sans un grand programme. Et les grands programmes, ça se bosse. Pierre, j'avais prévenu Emma, je vais être un petit peu égratignant, mais tu nous je ne pouvais pas me parler. Tu nous aides. Je me permets juste de dire quelque chose avant d'ouvrir la parole à toutes et à tous. Je pense que ce que tu viens de dire est essentiel. Il n'y aura pas de grande victoire sans grandes idées. Tu as raison, et c'est pleinement ce qu'on croit. Et je pense que votre présence, honnêtement, en nombre, aujourd'hui, le montre également. Nous sommes persuadés que la culture ne peut pas être un chapitre parmi 27 chapitres d'un futur projet. La culture, la bataille culturelle, nous en sommes persuadés, et je crois quelque chose de cadre. Une vision de société pour la France, elle englobe de manière importante, de manière amoureuse, la culture.
Quand on doit porter un projet positif pour le pays, et vous le savez, les travaux sur le projet vont être lancés. Nous, ce que nous avons envie de porter avec Sylvie, et je crois avec vous, c'est que la culture soit un élément structurant d'un projet. Pas uniquement 2-3 propositions par-ci par-là pour dire que les choses doivent être moins chères ici, peut-être un peu plus soutenues là. Nous, ce que nous voulons, c'est dire que la culture, c'est un élément structurant d'un projet politique socialiste. Et c'est ce que nous avons envie de porter avec vous dans le cadre du projet socialiste qu'il va falloir qu'on écrive ensemble. Dire aussi que c'est une histoire de méthode. Que c'est aussi une histoire de méthode et que nous n'avons pas tant de temps que ça. Et donc moi, j'appelle, et je prends honnêtement ta dernière intervention, Pierre, comme une urgence partagée, parce que moi j'y crois beaucoup et je le dis pour le coup en étant parlementaire depuis moins longtemps que Sylvie, mais en ayant assez rapidement aussi fait le tour et avec Sylvie rencontré beaucoup d'acteurs culturels. Moi, ce que je vois de manière très forte et de manière aussi très frustrante, en lien avec ce que tu viens de dire en réalité, alors je vais pas le redire parce que c'est pas à moi d'égratigner les socialistes directement, mais même si ça m'est arrivé, ce que je crois de manière vraiment très forte, c'est que nous sommes attendus. Nous sommes attendus. J'ai trouvé ça fou à quel point, dans toutes les rencontres que j'ai faites dans le monde culturel, et d'ailleurs l'une des premières que j'ai faites, c'était les rencontres de l'ARP avec vous, à quel point c'était évident pour beaucoup de monde que les socialistes devaient répondre aux questions posées, mais aussi que nous avions déçu par moments, par peut-être manque d'ambition globale sur ces sujets-là. C'est pas une ambition globale qui manque du côté des élus qui évidemment travaillent sur la culture, mais c'est plutôt justement le fait que nous réussissions à porter collectivement en tant que socialistes la culture comme un élément structurant de notre projet politique socialiste. Ça l'a toujours été et je pense que ça peut l'être. Alors sur ces mots qui sont optimistes, parce qu'ils appellent un travail en commun important et surtout ils appellent à de grandes idées et donc à de grandes victoires, camarades, je vous laisse la parole. J'ai vu que Charlotte... Super. On va tenter, si ça vous va, de faire de l'alternance femmes-hommes. Donc, j'ouvre à Charlotte la parole. Je vais juste vous demander... Ah, super. Je vais juste vous demander de faire court, si ça vous va, les copains. Donc, on se dit 2 minutes de prise de parole et ensuite, on fera des retours aux intervenants pour qu'ils puissent réagir. Enfin, qu'on puisse réagir. Merci beaucoup. Merci à tous. Je mets le chrono parce qu'Emma me connaît, j'ai toujours tendance à faire 4 au lieu de 2. Merci à tous. Pierre, ta dernière intervention, si je peux me permettre de tutoyer, mais c'est une vieille habitude ici, m'a fait du bien parce que je dois te dire que je suis rentrée en 2012 au Parti Socialiste parce que depuis 2001, on organise avec mon asso des concerts de musique expérimentale à Metz et que jusqu'en 2008, il n'y avait pas eu de maire de gauche à Metz. Donc on faisait avec la droite, parce qu'ils étaient là. Pendant 186 ans, on avait pris une certaine habitude. Et quand la gauche est arrivée, qu'un socialiste est arrivé au pouvoir, on s'est dit, mais merde, on se fait avoir, de tous les côtés. Ils nous appellent, nous les experts de la musique, pour savoir ce qu'on pense de la création d'une salle. J'écris moi-même, au nom de tout le collectif, de toutes les associations qui font des musiques amplifiées, un dossier de 36 pages où j'explique comment on peut faire rentrer les gamins de lycée pro dans les lycées, parce que si on fait des stagiaires de lycée pro qui rentrent dans les lycées, c'est plus efficace qu'une classe qui rentre dans un lycée pour franchir ces fichues portes imaginaires qui fait que ces lieux de culture, pour eux, les gamins qui viennent de banlieue, ça n'existe pas dans leur imaginaire. Eh ben, ils font l'inverse, mais tout l'inverse. C'est-à-dire que Metz est une ville où la musique alternative est vraiment bien ancrée. Et ben c'est une salle de plus de 2200 places. Comme ça, la musique alternative, ça coûte trop cher. Et c'est ça qui me fait prendre ma carte au Parti Socialiste, parce que j'en ai marre de voter ceux qui travaillent parfois moins bien que... Alors la droite, celle qu'on avait avant, le maire de droite qui a repris la ville là, en 2020, fait de la continuité républicaine sur la culture, c'est-à-dire ce qu'on avait avant et pas du Wauquiez, etc. Mais il faut qu'on se remette vraiment en question, parce qu'effectivement, depuis Jack Lang, on vit sur nos acquis. Et nos acquis sont morts. On a tellement institutionnalisé la culture qu'aujourd'hui, on paye des gens pour payer des gens, mais les créateurs, les artistes qui sont sur scène coûtent 2 fois moins cher que le budget sécurité.
Et il va falloir qu'on sorte de là. Et c'est pour ça que je te rejoins, Sylvie, sur une chose. En ruralité, la liberté existe encore. En ville, la liberté n'existe plus. Et les coupes budgétaires et les élus qui nous disent... Les élus... Alors, je voudrais bien critiquer les élus de droite, mais je le fais au conseil municipal. Et ici, il y a plutôt des gens de gauche. Donc il faut aussi qu'on se regarde nous-mêmes ce qu'on fait pour savoir comment avancer, pour être solide sur nos bases. Mais les élus qui vous disent que certaines associations, personne ne comprend ce qu'ils font, enfin certaines compagnies, personne ne comprend ce qu'ils font. Donc, ils n'ont pas besoin d'être subventionnés. On perd des gens pour des questions de non-compréhension des élus, des projets qu'ils portent. Et d'absence de confiance dans les artistes. Et je suis très contente qu'on ait un cinéaste qui soit là, quelqu'un qui travaille dans le cinéma. Mais la vérité, c'est que ceux que nous touchons le plus sont ceux qui sont subventionnés par les départements, par les régions et les communes, et sont des petites structures. Et nous avons derrière nous une dizaine d'années de licenciements économiques massifs, de reconversion professionnelle dans énormément de compagnies, de maltraitance au travail, de suicides sur les lieux de travail, de burn-out à plus savoir qu'en faire et de reconversion professionnelle, parce que même nous, socialistes, nous ne sommes pas capables de regarder vraiment les travailleurs, alors que normalement, ça devrait être nos premiers trucs. Évidemment, j'ai dépassé, je suis désolée. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Perrault, je viens de Nancy, de la section de Nancy et donc de la Fédération de Meurthe-et-Moselle. Je voulais dire au moins deux choses, je vais essayer de faire très court. D'abord, oublier Catherine Tasca et Catherine Trottmann dans la succession de langues, je trouve que c'est un peu, voilà, limite, mais bon, c'est mon avis. Ensuite, ce que je voulais dire surtout, c'est que je crois qu'il faut que, en termes de projet politique, ne pas considérer que la culture, ça n'est que la question de la création, que la question des artistes, que la question des métiers de la culture. C'est aussi, et vous l'avez dit, un projet politique. Et ce projet politique, c'est comment faire ensemble, comment faire société ensemble, qu'est-ce qui fait société ensemble, et ça, c'est un projet culturel aussi. Et donc, je nous invite, dans nos réflexions, à réfléchir à ça. Merci. Merci. Michèle Murateur, conseillère municipale Antibes, donc très à droite. Ce que je voulais dire aussi, surtout, c'est que là où il faut qu'on soit, je ne sais pas comment, enfin, moi, comment j'essaye de le faire, hein, dans une ville de droite où il n'y a pas de projet culturel, c'est chaque association, chaque personne qui vient et qui dit oh, ben, j'ai envie de faire ça, et le maire dit oui ou non. C'est très difficile pour nous d'avancer en opposition, hein, d'avancer sur un projet. Voilà. Alors, j'avais deux points. Il me semble, par rapport à l'exception culturelle, il me semble que, c'est pas il me semble, c'est Pierre Jolivet confirmera, je suppose, dans le cadre des accords de libre-échange, on a été particulièrement mauvais. Moi, je me souviens que le PS avait fait des badges pour la culture, c'est non, parce que effectivement, ça mettait à mal la culture. Et on s'était baladé au Festival de Cannes, à l'époque avec Jérôme Guedj, tout ça, avec le badge pour la culture, c'est non, parce que la culture était malmenée. Et dans les accords de libre-échange, on nous dit ah, on a défendu l'exception culturelle. C'est faux, on a défendu l'audiovisuel. Et c'est des dossiers, parce que c'est pareil dans tous. Donc là, je pense que, et avec Trump qui arrive, donc le bilatéralisme qui a pris la place, donc, et du coup, il y a vraiment un travail à faire. Donc ça, c'est Emma, l'Europe, pour défendre dans les accords de libre-échange qui vont être signés, parce qu'il y en a tous les jours qui vont arriver depuis Trump, défendre notre exception culturelle, mais de façon vraiment globale. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'était le pass culture. Alors, quand le budget a été supprimé, au PS, on s'est quand même mobilisé. On a fait, Emma était là aussi, un projet dans lequel on valorisait le pass culture, puisqu'un budget, essayez quand même, s'il est divisé par deux, de quand même récupérer un petit peu et de valoriser le pass culture collectif. Donc il y a des choses
super intéressantes qui se font dans le cadre du Pass Culture Collective. Mais c'est le 100% EAC. On a mis simplement un budget à part. Donc ça montre aussi l'approche qu'on a de la culture, de dire ben là on fait de la culture et là on finance ça. C'est le ministère qui donne le budget à l'éducation nationale, l'école qui en font ce qu'ils veulent. Donc il y a vraiment une réflexion. On l'avait commencé dans la commission culture. Moi, je siégeais à la commission culture précédente. On avait commencé à faire un travail et je pense qu'il faut que c'est un des points sur lesquels il faut qu'on arrive à avancer de manière à éventuellement, si c'est un problème de budget, mettre en lien le 100% EAC et le Pass Culture Collective. Avec le gros problème du Pass Culture Collective, c'est qu'on a laissé aux collectivités le problème du déplacement. Et donc, il y a des choses intéressantes qui se font et qui sont annulées parce que la commune ne paye pas le bus pour amener les enfants. Donc là, il y a vraiment une réflexion globale à porter sur le Pass Culture Collective, sur le 100% EAC, de manière à avoir une vision vraiment d'ensemble. Et quand on dit que les gens ne vont pas sur Antibes, le théâtre, on a le deuxième théâtre de France après la Comédie Française, hein, mais il y a un directeur artistique, un directeur général qui sont assez intéressants. C'est ce que je disais, il se passe des choses parce qu'il y a des gens intéressants qui font des choses. Au niveau de l'approche, comment on fait pour amener les gens qui vont jamais au théâtre? Eh bien, ils ont mis en place un triple système. D'abord, le théâtre dans le milieu scolaire, à l'école, et puis des représentations scolaires au théâtre, et puis les représentations dans une séance classique parents-enfants. Et je crois que ce schéma-là, de ce déroulement-là qui met l'enfant et qui après implique les parents, ça me paraît très intéressant pour justement faire venir au théâtre des personnes qui ne seraient jamais allées. Merci. Après, non, vas-y, parle Yves, et après on va faire un petit cycle de réponse à tout ce que vous avez pu évoquer. Oui, merci aux intervenants pour ce débat très intéressant. Yves Formentin-Maury, élu à Quimper. Donc, bonjour Sylvie. Quimper, c'est là où est Bolloré, hein. Enfin, il est juste à côté. Donc on connaît un peu. Moi, je voulais juste intervenir sur 2-3 points très rapidement à chaque fois, évidemment. Sylvie a évoqué la question de la censure, de la bataille culturelle, et je souscris à 200%. Il y a une autre censure que tu as évoquée aussi un petit peu, mais rapidement, c'est la question budgétaire, qui est des choix budgétaires, qui ne sont pas toujours idéologiques, hein. Des fois c'est un peu par défaut, suivant les tailles des collectivités ou de l'État, enfin des choix de l'État. Dans nos réflexions, dans le projet politique, Emma, tu le disais, il va falloir, on pense au cinéma, aux grandes structures culturelles, aux diffuseurs culturels, aux grands créateurs culturels, mais aussi énormément de compagnies, de petites structures dans le milieu rural, mais pas que, qui font de la création, de la diffusion, de la micro-diffusion, on pourrait dire, qui aujourd'hui sont en train de disparaître. Mais vraiment partout. Moi, je travaille dans l'éducation populaire, mais je suis militant et représentant syndical dans un champ qui couvre notamment la culture en Bretagne, avec des réunions à la DRAC notamment. Et le ministère, ils s'en fout complètement. Hein. Alors, pas obligatoirement la DRAC, hein, mais en tout cas, le ministère, les petites compagnies qui font de la création, les marionnettistes, les machins comme ça, rien à foutre. Hein. Et aujourd'hui, ils sont des acteurs culturels qui diffusent. Beaucoup qui font de la création, qui font l'éducation artistique et culturelle, hein, tu l'as dit, mais ils sont en train de disparaître vraiment. Et aujourd'hui, la question du financement de ces structures, de ces petites compagnies-là, qui ne coûtent pas énormément, hein, mais qui sont importants dans le milieu culturel, il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Et à nous d'inventer des réponses pour un financement pérenne. Parce que, évidemment, aujourd'hui, les différents acteurs qui financent ces compagnies-là, notamment les collectivités territoriales, tous les 6 ans, c'est un peu remis en cause potentiellement. Et donc, ça ne crée pas une sérénité, on va dire, pour ces compagnies-là pour vivre dans le temps. Et donc, il faut trouver, comme pour le cinéma, comme pour d'autres champs, un mode de financement pérenne, sans remettre en cause l'indépendance de création et de diffusion, évidemment. Deuxième point, et j'arrête là après, en tant qu'élu local,
je ne sais pas, c'est le cas de tout le monde, mais à Quimper, on a une scène nationale, etc. De financer cela, nous, on ne bouge pas, évidemment, on augmente même parfois les subventions, mais c'est 98% de notre budget de culture. Le reste, c'est les petits créateurs, les nouvelles choses. Et on a zéro marge pour financer autre chose que les gros diffuseurs, que les grosses structures. Et même quand on avait du budget, on avait du mal à dégager et à financer d'autres choses. Et donc là, il va falloir aussi accompagner les collectivités, quand je dis on, dans le projet politique et au niveau du ministère, et des choix politiques au niveau national, pour permettre aux collectivités d'avoir des marges de manœuvre pour financer autre chose que les grosses structures conventionnées. Merci beaucoup Yves. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Je me permets de... J'ai vu que Fatia était dans la salle et donc je l'ai attrapée. Fatia qui est évidemment notre présidente de commission culture et éducation à l'Assemblée nationale, qui nous rend très fiers chaque jour, qui évidemment est à la bataille. Vous le voyez d'ailleurs, c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt bien, moi ça me rend plutôt fière. Le sujet culturel est dans chaque hémicycle porté par des femmes. C'est une team soror qui s'en occupe et on est très heureuse. Plusieurs questions ont été posées et peut-être, je vous laisse préparer ça en attendant de laisser chacune et chacun réagir. Mais comme tout à l'heure, Pierre nous a appelé un peu déjà à se mettre au travail et donc à se dire, pour qu'il y ait de grandes victoires, il faut qu'il y ait de grandes idées. Peut-être vous proposer que dans vos futures interventions, parce que là je crois qu'on a touché à beaucoup de ressentis de territoire qui me semblent sont très intéressants, pour la deuxième salve d'intervention qui sera... la dernière, et pour en plus, à mon avis, nous aider à préparer des conclusions, j'aimerais vous appeler à peut-être réfléchir à, pour vous, c'est quoi la grande idée ? Une grande idée, est-ce que vous en avez ? Quelles sont les grandes idées, les grands projets que pourraient porter les socialistes pour la culture ? Vous pouvez dire que non, mais... J'en ai une. Voilà. Ah. Bonjour à toutes. Je me permets parce qu'il y a des bonjours à tous qui sont passés crème. Je m'appelle Tifende, je suis comédienne et autrice féministe. J'interviens un peu plus tard à 18h30 contre le masculinisme, notamment sur les réseaux. C'est ma première fois à l'université du PS. Et du coup, grande idée. Merci d'abord de parler de culture. Merci de ne pas passer ça à l'as comme souvent. Est-ce que l'égaconditionnalité des budgets alloués, parce que certes, on manque de sous d'une manière générale, mais alors les femmes, on manque vraiment de sous, et quand on regarde qui a les sous pour faire des créations, là, il s'agit de sauver les imaginaires. Moi, je ne veux pas sauver tous les imaginaires. Il y a des imaginaires masculinistes, donc d'extrême droite, qu'on peut laisser dans les poubelles de l'histoire. Et donc, pour avoir des nouveaux imaginaires dignes de ce nom, il faudrait que les femmes aussi aient de l'argent. Donc ça, déjà, ce serait une très, très grande idée. Alors ça changerait sévèrement le monde du cinéma, du théâtre, voilà. Et puis, par ailleurs... aussi l'égaconditionnalité dans les nominations, dans les grandes instances. Avec ma camarade Céline Pic, là-haut, on a entendu parler notamment du CNC, on se souvient de Boutonna, condamné pour agression sexuelle, qui aimait nous passer du Polanski et du Bertolucci, en veux-tu, en voilà. Donc ça c'est la grande idée. Alors ça révolutionnaire, qu'en pensez-vous ? Allez, on va faire un petit, si ça vous va, des interventions de chacune et chacun. Peut-être commencer par Fatia, si tu es d'accord. Bonjour à toutes et tous. Moi, je pense que c'est une bonne idée, très bonne idée, mais ça ne sera pas l'idée socialiste, parce que c'est déjà largement fait. Peut-être pas suffisamment, mais c'est largement fait. Il y a un vrai travail sur, par exemple, la parité dans les conseils d'administration, qui n'est pas suffisant. Alors moi, j'ai jeté un œil sur les conseils d'administration de l'Opéra de Paris, des conservatoires nationaux. J'essaye de faire ce travail au quotidien. Je suis à la délégation droits des femmes à l'Assemblée nationale. Et donc, toutes les lois passent par la délégation, et tous les projets, les propositions de loi. Et on a un regard transversal sur l'égalité femmes-hommes dans toutes les lois. Il y a un travail, enfin, on ne va pas se mentir, il y a un vrai progrès par rapport à il y a 30 ans. Mais vous avez raison, je pense que c'est une très belle proposition et que de toute façon, il y a un énorme chantier à mener pour une vraie égalité, mais aussi par rapport au financement, aux subventions aussi, à la recherche de subventions. Moi, j'ai beaucoup entendu en tant que présidente de commission
des compagnies venir me voir en me disant on saute des femmes, hein, on s'auto-bride. C'est-à-dire qu'on ne va pas comme un homme chercher les subventions, chercher l'argent où il est. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu, je ne veux pas aller harceler. Mais non, ce n'est pas du harcèlement. On va chercher l'argent où il est, c'est tout à fait honorable. Et puis, alors, comme je suis arrivée à 10h30, je n'ai pas tout entendu, mais il y a quand même un sujet à l'Assemblée nationale qui monte et qui devrait, dès le mois de septembre ou octobre, trouver chemin vers une proposition de loi ou un projet de loi si on a un ministre de la Culture qui tient plus de quelques mois, c'est la liberté de création. Et la réalité, c'est que beaucoup de compagnies sont censurées, mais s'auto-censurent aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peut-être une création qui est moins éclectique qu'il y a quelques années, et qu'il sera de moins en moins. Donc on a une inquiétude à l'Assemblée nationale dans ma commission qui monte beaucoup. Moi, je suis plutôt contente de ma commission et des membres de ma commission parce que, alors vous le savez, dans une commission à l'Assemblée nationale, c'est 77 députés avec une proportion de tous les groupes politiques. Donc on a 18 RN. 18 sur 77, c'est énorme. Mais la réalité, c'est que les députés sont des députés experts dans cette commission. C'est-à-dire qu'on ne vient pas, et je sais peut-être pas ce qu'on croit, mais on ne vient pas à la commission culture par hasard. Les députés qui sont à la commission culture ont une vraie envie, une vraie expertise, et donc c'est plutôt une commission intéressante. Après, il y a un problème, et je m'arrêterai là, c'est comment basculer vers le législatif. En réalité, nous, on auditionne énormément, mais ensuite, pour faire des lois, c'est plus compliqué, parce que ce n'est pas une commission très législative. Souvent, au ministère de la Culture, ça passe par des circulaires. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je sais que j'ai un vaste chantier à la rentrée qui sera la liberté de création, que mes collègues sont très preneurs, et je suis sûre qu'au Sénat, vous... Ah ben voilà, oui, tu as fait ton rapport là-dessus, oui, je sais, mais nous, on n'a rien fait encore à l'Assemblée, donc c'est à notre tour. Voilà, merci à tous. Oui, je voudrais essayer de répondre vite fait aux questions qui ont été posées. Évidemment, je ne jette absolument pas le blâme à Catherine Tasca et à Trottmann, qui ont été de très bons ministres de la Culture, mais ce n'est pas de ça exactement dont je parle. Pour avoir une autre dimension pour la culture, il faut vraiment se coltiner la réalité d'un conseil de ministres, la réalité d'un poids politique. Quand François Mitterrand choisit Jack Lang, il choisit quelqu'un qui est présidentiable. Il se dit la culture est un domaine si important, si fondamental, si basiquement faisant partie de l'âme de la France, qu'il faut que je mette un ministre de la Culture qui pourrait demain être président de la République. Et il prend Jack Lang. Quand Jacques Chirac, qui est un passionné de culture, décide de prendre un ministre de la Culture et qui prend Jacques Toubon, qui est président des Républicains à l'époque, il prend quelqu'un qui pourrait être Premier ministre ou président. Et il sait que ces hommes-là, dans le Conseil des ministres, vont avoir le poids que eux-mêmes, en tant que président, leur confèrent la culture. Et donc, voilà, moi j'espère que le prochain président de la France sera socialiste, mais qu'il choisira comme ministre de la Culture, si possible une femme. Moi j'adorerais une possible ministre de la Culture, femme politique, mais qui ait une véritable ambition pour créer des idées nouvelles pour la culture, qui soit un Jack Lang féminin. Voilà, je pense que c'est un beau projet pour les socialistes d'avoir un Jack Lang féminin. La deuxième remarque, c'est, je voudrais juste dire une phrase de mon ami Bertrand Tavernier, qui a été mon camarade de combat dans plein de pays et pendant des années. Il disait, on part toujours du coût de la culture, si on parlait un peu plus du coût de l'inculture. À quel point l'inculture crée de la violence, à quel point l'inculture supprime le lien et donc de la violence. Et je prends l'exemple de deux présidents de région, mais qui ne sont pas socialistes. On voit le travail terrible que fait Wauquiez et on voit l'excellent travail que fait Xavier Bertrand, qui, dans le Nord, a réussi à tenir tête au Rassemblement national, mais en donnant en permanence une place à la culture, en disant mais partout il y a la culture, il y a moins de violence, partout il y a la culture, il y a plus de compréhension. Donc voilà, localement, on se rend compte à quel point la culture est absolument indispensable. Voilà, c'était les réponses.
Oui, alors, rapidement, parce que je pense qu'on va peut-être avoir d'autres interventions. Si, à l'issue de cette table ronde, on est tous convaincus que la culture, c'est pas un catalogue de mesures, mais que c'est bien le fondement d'un projet politique, moi, j'en serais ravie. Ça, c'est la première chose. Et que du coup, derrière cela, effectivement, comme c'est affaire de représentation et de liberté, celles et ceux qui nous attaquent ont tout à fait intérêt à, on va dire, alimenter l'ignorance. Et ça, c'est extrêmement important aussi de se le dire. Et enfin, puisque là, on ne va pas rentrer dans la technique, mais le AC et effectivement tout ce qui est passe culture, dimension collective, la structuration aujourd'hui d'une politique d'éducation culturelle dans notre pays n'existe pas. À l'issue d'une intervention au printemps dans ma commission, j'ai demandé qui pilote, qui gouverne, enfin, c'est-à-dire qui à un moment collectivité, État, et qui paye. Et il faut qu'on structure une politique de AC dans notre pays et qu'on fasse en sorte que, effectivement, on soit convaincu que la culture, ça n'est pas, et je rejoins notre camarade, seulement la création, les artistes, mais c'est affaire d'éducation, c'est affaire de solidarité, c'est affaire de construction de fabriques de nos villes, c'est tout. Finalement, on pourrait dire tout est culture, mais en tout cas, la culture est une dimension absolument transversale de l'action publique aujourd'hui. Et là aussi, il faut qu'on soit convaincu qu'on peut travailler ensemble parce qu'on parle du patrimoine, parce qu'on parle de la création, à l'ensemble d'un projet politique cohérent en mettant la culture finalement dans l'ensemble des politiques. Parce que derrière cette idée qu'on se doit aussi de penser à l'évolution, la transformation, mais la question climatique, la question écologique et la question, en tout cas, on va dire de la frugalité, est aussi une vraie question. Et du coup, aujourd'hui, moi je le vois, je suis dans une région, et je termine là, en Bretagne, où on a beaucoup de festivals, par exemple. La question du cachet des artistes, j'étais à la Route du Rock, c'est juste délirant. Aujourd'hui, l'aspect concurrentiel du marché, j'ai parlé du marché tout à l'heure, est à l'œuvre aussi dans ces endroits-là. Et lorsque vous voyez des grandes entreprises comme Fimalac racheter des salles, quand vous voyez des grands opérateurs racheter des festivals ou investir dedans, vous savez qu'on n'est pas en train de perdre la bataille, hein, mais qu'on a nécessité à quand même, en tout cas, redire combien cette question-là des politiques publiques est importante et qu'il faut de toute façon ne pas fragiliser et se mettre au travail pour la question, la mutualisation et tout. On ne va pas rentrer dans des histoires techniques. Je n'ai pas envie que cette table ronde soit celle-là aujourd'hui, mais vous voyez qu'il y a quand même nécessité à travailler aussi sur l'évolution de la production, de la diffusion, etc. Ça, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça nécessite des moyens. Et du coup, je pense que les collectivités aujourd'hui auraient tout intérêt à pouvoir investir dans la culture parce que derrière c'est aussi un retour, on va dire, sur les territoires, et moi je le vois extrêmement important, d'abord pour les habitants, et ensuite parce que c'est créateur de richesse, et on voit bien que l'investissement, on disait toujours ça dans la culture, c'est quand même beaucoup plus que l'automobile. Merci beaucoup. Les amis, je suis désolée, on va devoir faire très très court. Donc je vais dire 2 interventions maximum. Je vois là-bas, j'arrive avec le micro pour aller vite. Et ensuite, je me permettrai un petit mot de conclusion pour nous appeler à l'action, puisqu'il est temps de travailler. Merci Emma. Bien, Jean-Pierre Becquet, je suis militant socialiste et maire honoraire d'une ville culturelle, Auvers-sur-Oise. Quelques mots d'abord pour remercier et féliciter les intervenants qui nous ont donné l'ambition et le courage de remettre la culture au cœur de nos préoccupations. Et moi, je crois qu'effectivement, il n'y a pas de grand projet socialiste sans un grand projet culturel avec quelques grandes idées. Alors, en allant très vite, puisque j'ai compris que j'ai très peu de temps, une proposition peut-être, alors je ne sais pas comment on l'a formulée, mais peut-être je vais arriver à vous convaincre que l'une des idées majeures pourrait être de faire un grand projet de lien entre l'éducation et la culture, c'est-à-dire mettre les artistes, les écrivains, les plasticiens dans les écoles de la maternelle au supérieur. Il faut évidemment des moyens financiers, des moyens humains pour arriver à ça, mais moi je crois que beaucoup passe par l'école et par les enfants. Moi j'ai pu expérimenter les choses pour voir que quand les enfants viennent à la culture, leurs parents, qui n'ont pas l'habitude,
Je me rappelle avec une galerie d'art contemporain où les gens n'y allaient pas. Quand on fait venir les enfants dans la galerie d'art contemporain, ils disent à leurs parents, il y a un truc qui est sympa, il faut aller voir. Et les parents venaient en me disant, on ne serait jamais venu si nos enfants ne nous l'avaient pas dit. Deuxièmement, les orchestres à l'école. Faire des orchestres à l'école, c'est complètement fondamental. J'ai été un des premiers maires à créer un orchestre à l'école. Il y en a eu plein d'autres qui l'ont fait après, mais je peux vous assurer que c'est très formateur et c'est très source d'égalité entre les enfants. Tout le monde peut jouer d'un instrument, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et ça les fait travailler ensemble et ça donne le sens du collectif aussi. Donc voilà, un grand plan pour la culture de la maternelle au supérieur avec des moyens. Alors là, il faut des moyens, effectivement, humains et financiers. Voilà ma petite pierre à l'édifice pour arriver à des propositions. Bonjour, je suis Frédéric Beaumont, je suis le premier fédéral de Saint-Pierre-et-Miquelon et je suis aussi père d'un jeune artiste. Je voulais savoir quelle était la position du PS en ce qui concerne le régime des intermittents des spectacles. Et je voudrais que vraiment le PS se positionne très clairement, parce que je vois mon fils, mais aussi tous les jeunes artistes se sentent vraiment menacés. Voilà. 20 secondes. Et merci, tu as fait 20 secondes, mais surtout, moi j'ai envie de dire félicitations au premier secrétaire fédéral renouvelé de Saint-Pierre-et-Miquelon. On sait le travail qui est fait à Saint-Pierre-et-Miquelon et c'est formidable. Peut-être, je vais me permettre un mot de conclusion, mais moi j'ai déjà beaucoup aimé cette table ronde avec vous, les amis. J'espère que vous aussi. Vous dire que... on était il y a quelques semaines au Festival d'Avignon et je vais pouvoir parler évidemment de ce que tu viens de dire à l'instant sur le statut des intermittents. La question culturelle, elle est aujourd'hui centrale et pour nous, ce serait une erreur évidemment de ne pas parler aujourd'hui de la culture comme un élément central sans parler évidemment de toutes les questions qui la traversent, évidemment qui traversent aussi la question du travail dans la culture. Quand on parle de culture, on parle aussi de travailleurs et de travailleuses évidemment et quand aujourd'hui cette question elle est soulevée, parfois il y a cette facilité intellectuelle de certains à considérer la culture comme finalement un espace de saltimbanque absolument adorable qui n'aurait pas le droit à un droit du travail correct et à une rémunération digne et respectée. Je pense que c'est un des enjeux qu'on voit régulièrement au quotidien dans nos différents hémicycles. Et pour nous, je pense qu'il faut être très très clair. Nous sommes en soutien des organisations syndicales qui se battent aujourd'hui pour la dignité du travail au quotidien. Nous nous battons pour la préservation évidemment du statut de l'intermittence, mais nous nous battons surtout pour l'amélioration des conditions matérielles de vie au quotidien des artistes et des travailleurs de manière générale du secteur culturel. Si je dois résumer, il va falloir qu'on y travaille de manière plus large et de manière encore plus ambitieuse. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette précarité grandissante dans le monde de la culture, qui est évidemment causée par les statuts qui eux-mêmes sont précarisants, mais également par tout ce qui a été évoqué par certaines et certains ici, à savoir parfois la fin de certaines compagnies, la censure, toutes ces conditions au quotidien qui évidemment participent à précariser. On va devoir conclure, donc peut-être... un tout dernier mot, parce que j'avais envie de terminer quand même par la parole d'un artiste, c'est bien aussi de ramener la culture là où elle est. Jean Vilar, et on était au Festival d'Avignon il n'y a pas très longtemps, évidemment reliait très souvent la question du travail et la question de la lutte politique pour la justice sociale au sujet culturel. Et quand on se bat pour la culture et quand Avignon, le Festival d'Avignon est créé, c'est évidemment tourné autour du projet politique qui est porté par le Théâtre national populaire et par toute cette vision de société-là qui veut amener la culture au plus grand nombre, pas faire de la culture finalement qui perdrait de son exigence, de sa capacité d'innovation, de sa capacité à faire, il faut le dire aussi, de l'émergence, mais bien de dire que la culture, elle est belle parce qu'elle est diverse et qu'on fait de l'art populaire aussi parce qu'il y a de l'art émergent et parce qu'on accompagne les artistes et la culture dans toute sa diversité. Et Jean Vilar, il disait, le poète a toujours le dernier mot. Donc on va s'arrêter là, camarades, mais peut-être dire enfin que... du coup, dire qu'il y a une commission culture qui va se monter autour de Sylvie, qui est notre secrétaire nationale en charge de la culture, qui va évidemment organiser tous ces travaux-là. On va porter ensemble cette ambition de faire de la culture un élément structurant de notre projet socialiste pour demain et pour 2027, notamment parce que vous le savez que c'est avec cet horizon-là
qu'on est en train de construire le projet des socialistes pour demain. Donc on va y travailler. On va y travailler avec des camarades socialistes qui le souhaitent, mais aussi avec toutes celles et tous ceux qui sont les socialistes de l'extérieur, qui, comme toi, Pierre, travaillent avec nous à ce que les socialistes gagnent bientôt. Mais pour qu'ils gagnent, il faut de grandes idées. Donc, tous ces travaux-là vont se lancer très prochainement. J'espère que vous avez été satisfaits de cette table ronde et évidemment qu'elle appelle à d'autres travaux dans vos fédérations, évidemment, mais plus largement encore au quotidien. Merci, camarades.